L'écho des suppliciés, chapitre 3. Puis le brouillard arriva. L'équipe de secours mise sur pied par Mathieu Mazneau quittait la station quand un jeune moniteur remarqua le ratrac immobilisé sur le parking. Qu'est-ce qu'il fout celui-là grogna Antoine Borda. Il roupille ou quoi? Il neigeait toujours abondamment, mais le vent était brusquement tombé. Les flocons descendaient paresseusement et se posaient sur l'épais matelas de glace. Le ciel demeurait menaçant, comme si la tempête s'accordait une pause. Mais le plus inquiétant venait des sommets, de larges rubans de brume étrangement sombres qui paraissaient exhalés par une immense gueule ouverte entre la barre noire et l'aiguille du diable et qui se rapprochaient maintenant des paravalanches. Mathieu observait ce brouillard avec angoisse. Si cette purée de poids recouvrait la station, les hélicos resteraient de nouveau vissés à leur base et la situation s'aggraverait encore. Je vais aller le secouer un peu, décida Borda en bifurquant vers le parking. Je vous rejoins. Mathieu regarda le paysan trottiner vers son engin paralysé au milieu du parking. Il se remémora la brève discussion qu'ils avaient eue au sortir du hangar. Mathieu avait reconnu s'être effectivement rendu chez la vieille Anaïs, mais n'avoir rencontré que sa petite fille. Borda parut subitement soucieux. Ça, c'est moche, s'était-il contenté de murmurer. Mathieu aurait bien voulu demander des explications, mais il préféra ne pas s'étendre davantage sur le sujet. Il refusait de croire que sa démarche puisse avoir le moindre rapport avec ce désastreux climat qu'une météo décidément bien désinvolte avait été incapable de prévoir. Les hommes reprirent leur progression vers la route et disparurent dans le premier virage tandis qu'Antoine Borda, coupant à travers la piste de luge, abordait le talus du parking. Le moteur du chasse-neige tournait au ralenti, mais Julien n'était pas aux commandes. Borda contourna la machine, perplexe, plaça ses mains en porte-voix et appela son employé. Putain de feignant, pesta-t-il en chassant la neige qui s'accumulait sur ses épaules. Intrigué par un grincement mécanique, il pivota et aperçut la masse sombre du funiculaire qui conduisait habituellement les touristes au petit glacier de la Tête Morte. Coulissant sur son câble, l'énorme cabine grimpait lentement en oscillant dangereusement de gauche à droite. Borda se gratta la tête. Il crut distinguer des silhouettes derrière les vitres du funiculaire. Qui avait pris l'initiative d'ouvrir ce service et d'envoyer des clients dans le brouillard? En principe, c'était le petit Jacques, le fils de l'hôtelier, qui distribuait forfaits, cartes journalières et billets pour le funi. Mais il venait de partir avec Mathieu sur la route. De toute façon, seuls 2 télésièges et la moitié des téléskis étaient ce matin autorisés à fonctionner. La cabine s'immobilisa à la verticale de la pointe des agneaux. Antoine Borda, halluciné, secoua la tête. Pas ça, souffla-t-il. Le câble se détendit en sifflant comme un reptile. Une gerbe d'étincelles crépita autour des attaches du funiculaire et la cabine tomba comme une pierre. Elle rebondit une première fois sur l'arête rocheuse avant de se disloquer et d'exploser comme une pastèque. Les falaises se renvoyaient, facétieuses, l'écho métallique de la tragédie. Antoine Borda ne respirait plus, pétrifié par ce spectacle auquel il ne parvenait pas tout à fait à croire. Derrière lui, le moteur du chasse-neige se mit à rugir. Il se détourna et vit l'énorme engin s'ébranler et avancer sur lui. Il n'y avait toujours personne aux commandes. Borda demeura une seconde tétanisé, paralysé par cette vision de cauchemar. Les sculptures géantes des pneus s'arrachaient de la neige avec d'immondes bruits marécageux. C'est ça qu'il avait oublié de dire à Mathieu. La vieille Anaïs rendait parfois quelques menus services, mais elle avait depuis toujours l'habitude de se payer elle-même. Il se souvint que ses grands-parents s'étaient toujours gardés de la solliciter. Certains ajoutaient même qu'elle gardait une porte qui donnait directement sur l'enfer. Une porte qu'involontairement Mathieu Mazneau venait d'entr'ouvrir. Il n'eut pas le temps de réfléchir davantage. Les chenilles du chasse-neige le happèrent et lui broyèrent les jambes. Ses cris de souffrance se mêlèrent au sifflement du câble qui poursuivait ses contorsions entre les poulies du funiculaire. La machine s'immobilisa lorsqu'elle eut écrasé Antoine jusqu'à mi-cuisse. Le froid et la glace gelaient la douleur, cautérisaient les artères déchiquetées, congelaient les fractures. Borda tenta de se redresser, s'équilibra péniblement sur les avant-bras. La vision de ses jambes dévorées par les chenilles était encore plus dure à supporter que cette souffrance diffuse qui émergeait jusqu'à sa poitrine. Le chasse-neige, au point mort, donnait de violents coups d'accélérateur, provocation de tortionnaire mécanique, comme si la machine cherchait à faire comprendre à l'homme qu'elle allait le faire souffrir longtemps, l'écraser centimètre par centimètre, distiller l'agonie au compte-gouttes. Comme pour concrétiser ce cauchemar, le bulle progressa d'un pouce, déchiquetant le gras des cuisses qui se crevaient comme des tomates trop mûres. Des larmes ruisselaient sur le visage d'Antoine. Il puisa au plus profond de son désarroi pour appeler au secours. Encore 2 ou 3 secousses et l'écran des chenilles atteindrait son bassin, écrabouillerait sexe, testicules, vessie, intestin. Il griffa sauvagement la neige en essayant une dernière fois de dégager ce qui restait de son corps. Ses ongles ramenèrent un steak de bouillie sanglante auquel adhéraient encore des lambeaux de la combinaison bleue de Julien, le pilote du chasse-neige.
Les hurlements d'Antoine s'étranglèrent en un couinement de rongeur quand la gigantesque machine progressa d'une cinquantaine de centimètres. Une côte enrobée de poumons transperça la joue du paysan et l'afflux de sang lui fit imploser le cerveau. Le chasse-neige avança encore avant de reculer et d'effectuer plusieurs allers-retours sur sa victime. La viande et les os se fondaient au tapis de glace. Le bulle se retira brusquement et s'immobilisa de nouveau, laissant la neige recouvrir l'émond d'hamburger. Le moteur tournait toujours au ralenti. Le môme remontait le couloir de la résidence à fond les manettes. Papa, papa piaillait le marmot. Le truc s'est cassé la gueule, papa. L'homme déposa les lourdes valises sur le seuil du studio. C'était un des derniers arrivants. Il avait réussi au volant de sa rancho à s'extirper de la tempête après avoir heurté à 3 ou 4 reprises le rail de sécurité et frôlé une demi-douzaine de fois la chute dans le ravin. Il était exténué, vidé par ses frayeurs à répétition, et, pour couronner cette série d'incidents, le responsable de l'agence immobilière venait de lui apprendre qu'il était pour l'instant impossible d'accéder au chalet qu'il avait réservé et qu'on le relogeait momentanément dans un studio. D'humeur massacrante, il se retourna vers son fils. Va louer une luge, ordonna-t-il sèchement. Maman et moi, on range les affaires. Une grimace comique déforma les traits du mouflet. Confusément, il comprit qu'insister deviendrait rapidement périlleux, qu'à trop vouloir expliquer qu'il venait de voir un machin avec des gens se décrocher de son fil et s'écraser sur les cailloux, il risquait tout simplement une torgnole. Il raconterait tout cela plus tard. Après tout, il n'y connaissait pas grand-chose. C'était peut-être normal que les bidules lâchent leurs trucs pour s'écrabouiller sur les rochers. Les grands riaient souvent des choses qui ne les faisaient, lui, pas marrer du tout. Dans ces conditions, l'orage et les gifles volant bas, mieux valait s'éclipser. Il serra ses petits poings dans les poches de son fuseau et fit prudemment demi-tour. Au rez-de-chaussée, il se dirigea directement vers la boutique où ses parents avaient pris les clés du studio. Une femme qui ne paraissait guère d'humeur plus prime sautière que son père feuilletait un journal, installé derrière un bureau métallique. Salut, je m'appelle Bastien et je voudrais une luge, annonça joyeusement le gamin. La femme reposa son journal et se fendit d'un large sourire. Il fait trop mauvais pour faire de la luge, minauda-t-elle avec ce ton stupide qu'affectent les grands lorsqu'ils s'adressent à des mômes. C'est mon père qui l'a dit, trancha Bastien, autoritaire. La femme hésita quelques secondes avant de désigner la porte d'une remise. Elles sont là, serre-toi. Bastien traversa le bureau et ouvrit la porte, découvrant une pile de luge en plastique rouge. Vous en avez pas en bois? Ah non, soupira la femme. Ces machins-là, c'est de la daube, affirma avec force Bastien en piochant malgré tout une luge dans le tas. C'est juste bon pour les petits. Sur ce, le morpion dégagea avec sa bassine sous le bras. La femme, soufflée, le regarda disparaître avant de replonger dans la lecture de son journal. Mathieu et ses hommes découvrirent les 2 premières voitures sagement rangées sous le paravalanche du virage des Chousses. À l'abri sous les hauts vents, les vacanciers attendaient patiemment qu'on vienne les chercher. Cette vision rasséréna sensiblement Mathieu. Les clients paraissaient prendre la chose du bon côté et avaient déjà enfilé anorak, pulls et collants de ski pour se protéger de la bise qui avait entièrement givré leur pare-brise. Le promoteur leur délégua 2 hommes pour les aider à rejoindre la station avec leurs bagages et leur expliqua que la route allait être incessamment dégagée. La situation paraissait prodigieusement amuser un des chauffeurs qui avait visiblement puisé dans sa réserve d'alcool pour se réchauffer. Mathieu se retourna pour voir si Antoine Borda les rejoignait. Apparemment, le paysan devait échanger quelques bordées d'injures avec le jeune Julien qui rayait, chaque saison, à peu près autant de carrosseries qu'il dégageait de mètres cubes de neige. On continue, annonça-t-il. Au-delà des chousses, leur progression devint soudainement plus difficile. La route s'était transformée en une vaste congère dont la rive aval débordait largement la glissière métallique. Les hommes éprouvaient les pires difficultés à garder leur équilibre. Mathieu s'accroupit et ramassa une poignée de cristaux de glace qui recouvraient cette chaussée patinoire. C'était exactement comme si un invisible géant s'était acharné sur le verglas à coups de piolet, le pilant littéralement. Les cristaux ressemblaient à des éclats de verre, triangulaires, meurtriers, isocèles aux pointes acérées. Le capot de la CX qu'ils rencontrèrent ensuite était aux 3 quarts enfoncé dans un talus neigeux. Les portières étaient bloquées, le pare-brise éclaté et le couple s'était réfugié sur la banquette arrière. L'homme ne paraissait pas souffrir, mais la femme était évanouie et présentait 3 profondes coupures au niveau du visage. Son œil droit saignait abondamment. Le moral de Mathieu Masneau chuta de quelques points. Ils brisèrent la lunette arrière et parvinrent à dégager la femme blessée. 2 moniteurs la chargèrent aussitôt sur une civière. L'homme s'extirpa péniblement de l'habitacle. Il avait le regard injecté et le souffle court. C'est comme si quelqu'un nous avait tiré dessus à la mitraillette, lâcha-t-il d'une voix altérée en prenant appui contre la carrosserie de sa voiture. J'ai jamais vu un truc pareil. Il y avait d'autres voitures derrière vous? Interrogea Mathieu. L'homme hocha la tête en grimaçant. 3 ou 4 au moins, souffla-t-il. Ils me suivaient depuis le bas de la pente. Quand la tempête s'est déclenchée, je les ai plus vus. Il leva les yeux vers le ciel et ajouta dans un soupir. Et moi, j'avais des pneus cloutés.
Mathieu se mit à redouter le pire. Il était encore loin du compte. Bastien commit une très légère erreur d'appréciation. La neige avait brassé, bouleversé le paysage de la station, et, ses souvenirs de l'année précédente s'étant quelque peu estompés, il négligea le terrain de luge pour se lancer de toute la vitesse de ses petites jambes sur la piste olympique de bobsleigh. Il bondit sur sa bassine de plastique rouge et serra très fort les poignées de frein. Il riait encore à l'amorce du premier virage qu'il aborda à plus de 40 à l'heure. Un cri de frayeur fusa de sa gorge. Il s'arc-bouta sur les leviers de frein. La luge crépitait sur le couloir de glace. La vitesse augmentait toujours. Il ferma un instant les yeux, mais la sensation était plus effrayante encore. Dans une longue courbe, la luge, lancée comme une balle, grimpa jusqu'au sommet du virage relevé. Bastien crut qu'il allait s'envoler, mais la bassine frôla les balustrades et retomba dans une interminable ligne droite flanquée de 2 falaises verglacées. Sa vitesse devint ahurissante. Le môme tenta une nouvelle fois de ralentir. Les freins se brisèrent avec un claquement sec et les poignets lui restèrent dans les mains. Bastien écarquilla les yeux. Insensiblement, les parois se resserraient sur lui. Le couloir devenait de plus en plus étroit. Il aperçut, tout au bout de la ligne droite, le trou noir qui s'enfonçait dans une sorte d'igloo. La piste s'arrêtait là. Les espoirs de Bastien d'aboutir enfin sur une zone de décélération s'évanouirent. C'était vraiment un jeu de con. La luge se bloqua brutalement, coincée entre les murs de glace. Bastien partit comme une flèche, glissa sur une centaine de mètres et disparut dans le trou noir. La porte de ce drôle d'igloo, sorte d'immense taupinière, se referma sur l'enfant. Elle se rouvrit quelques secondes plus tard pour lâcher un énorme rot. Les congères s'étaient élevés en véritables séracs de chaque côté de la route. Frank Barry était allongé sur le ventre, immobile. Stick dut s'approcher pour constater que son dos et ses jambes avaient été hachés par les grêlons triangulaires. La colonne vertébrale du barbu s'était transformée en une purée d'esquilles et la nuque était quasiment sectionnée. Il tenait toujours serré contre lui une valise disloquée remplie de vêtements d'enfant. Brenda, qui venait de le rejoindre, se retourna vivement pour vomir. Le trip sport d'hiver, bonjour, siffla Stick qui commençait à être saisi de vertige. C'est toi qui l'as tué, piailla Brenda entre deux convulsions. Tu l'as écrasé. Stick lâcha un long soupir. À quoi bon expliquer une nouvelle fois qu'il n'avait pas touché les commandes de la Toyota? Aucune des filles n'était disposée à le croire. Le jeune punk s'accroupit et cueillit entre le pouce et l'index une fleur de glace fichée entre les omoplates de Frank. Il l'observa fondre lentement entre ses doigts. La brise tiède qui soufflait maintenant sur la route effaçait l'arme du crime, ces milliers d'éclats de verre qui s'étaient abattus sur le gros Frank. Stick se retourna et regarda, une vingtaine de mètres en contrebas de la pente, la congère effondrée qui dressait un mur de blocs de glace entre eux et la vallée. De gigantesques pentes verglas, sciées à la base par le brusque redout, s'écroulaient au ralenti, épaississant encore la muraille. Derrière, Stick perçut d'autres éboulis. En deçà de la Toyota, la route n'existait plus. Le chemin du retour était condamné. « Il y a une autre voiture là !» hurla Platine en désignant une carrosserie bronze-métal ensevelie sous la neige jusqu'à mi-portière. Dans la tempête, personne ne l'avait aperçu. Et sans le choc contre la valise, Frank l'aurait probablement percuté et expédié une centaine de mètres plus bas sur les barrières de sapins de la ravine. Stick reconnut la calandre et le cycle métallique d'une Mercedes. Le coffre était ouvert. La valise et les effets d'enfant venaient vraisemblablement de cette voiture. En s'approchant du véhicule, il entendit les premiers gémissements. Alex Meyer venait de franchir les madriers du dernier paravalanche quand les rubans de brume grisâtre le rejoignirent. Une soupe épaisse, humide, tiède et malodorante. Ce brouillard fétide allait faire fondre les attaches déjà entamées et précipiter le glacier sur la station. Le guide accéléra sa course. Son cœur lui martelait les côtes et ses jambes devenaient douloureuses. Le plus dur était passé. Il ne lui restait qu'à suivre le tracé des pistes pour rejoindre Saint-Luc. Sur sa droite, dévalant le couloir de l'observatoire, il aperçut une harde de chamois. Jamais, à sa connaissance, ces animaux n'étaient descendus aussi bas. Il fuyait les sommets et cette vision renforça encore chez le guide le pressentiment d'une imminente catastrophe. Tout en dégringolant le massif, Alex s'était livré à un calcul compliqué de probabilité écologique. La station devait impérativement être évacuée, mais il fallait éviter une retraite massive par la route du col. Si les paravalanches cédaient, la moitié du glacier écraserait le virage des Chousses dont la protection, étudiée pour de simples glissements, n'avait aucune chance de résister. Seuls 2-3 endroits présentaient une sécurité satisfaisante. Le petit bois de l'Œil, à droite de la station, vers lequel se dirigeaient les chamois, et le refuge de l'Écrin, avec sa petite chapelle où brûlaient toujours quelques cierges. Tout le reste serait balayé. Le guide s'immobilisa. Devant lui, déchirant la piste sur toute sa largeur, s'étendait une gigantesque crevasse. Un des piliers du funiculaire était affaissé et ses câbles disparaissaient dans la fissure. Alex leva le poing. « Tu veux la guerre, hein » grogna-t-il les dents serrées. Quelques minutes plus tard, le brouillard était devenu si dense qu'on ne voyait plus la crevasse. C'était un véritable piège tendu aux éventuelles équipes de secours. Il devenait plus impératif que jamais qu'Alex puisse alerter le personnel de la station. Depuis quelques instants, il sentait à nouveau cette sourde hostilité qui émanait de la montagne.
Au cours de ses multiples randonnées, il avait déjà quelquefois perçu cette vibration, ces bouffées de haine exhalées par les sommets. Jamais encore il ne l'avait ressenti avec une telle force. Il contourna la crevasse par le mur de la flèche où se déroulaient habituellement les compétitions de ski alpin. Stick crut d'abord que la petite fille était coincée à l'intérieur de la Mercedes. Il força vainement sur les portières avant de se décider à dégringoler le pare-brise à coups de Santiago. Ces maudites pompes à bascule n'étaient pas franchement adaptées à la marche en montagne et Stick frôlait le gadin à chaque pas. Le pare-brise s'étoila et s'effeuilleta sous les chocs. Stick balaya les débris et se pencha à l'intérieur du véhicule. Le spectacle lui coupa le souffle. La petite gamine était nue, cruellement fixée sur le siège passager par des tendeurs qui lui sciaient les chairs. Son corps était couvert de meurtrissures et autres brûlures, son visage tuméfié et ses lèvres éclatées. Une légère plainte fusait de sa bouche entr'ouverte. Sa peau prenait une couleur bleuâtre. La môme était en train de mourir de froid. Platine poussa à son tour un petit cri d'effroi en découvrant la petite. Va chercher des fringues, ordonna Stick avant de se glisser dans l'habitacle de la Mercedes. Y en a plein sa valoche, des trucs chauds. Il dut forcer sur le tendeur pour en décrocher les attaches. À chaque fois, le corps de la mouflette se cabrait et la plainte s'intensifiait. Seul un dingue avait pu perpétrer une saloperie pareille. Un vrai fondu, pourri jusqu'à la moelle, et il traînait encore dans le coin. Stick se redressa, méfiant. Il fallait récupérer le fusil de Frank dans la Toyota. Il termina de dégager la malheureuse tandis que Platine revenait avec la valise. Il lui confia la fillette. « Habille-la et essaye de la réchauffer », conseilla-t-il en remontant à quatre pattes sur le capot de la Mercedes. « Où tu vas » s'inquiéta Platine. « Je reviens », éluda Stick en manquant une nouvelle fois de déraper sur une plaque de verglas. Il parvint, jouant les équilibristes, à regagner la Toyota pour découvrir que le fusil n'était plus à sa place. Frank le fixait toujours derrière lui, à portée de main sur les pinces métalliques. Et Stick était persuadé de l'avoir vu à cet endroit durant tout le voyage. Il se souvenait même avoir interrogé son pote au sujet de cette arme sur ce qu'il comptait faire d'un fusil dans une station de sport d'hiver. Frank s'était contenté de lui répondre qu'il l'avait pris par habitude, comme il le faisait à chaque fois qu'il quittait la ville. Stick ressortit du 4x4 et appela Brenda. Le cadavre de Frank jonchait toujours la chaussée, mais Brenda ne se trouvait plus près de lui. Brenda et le fusil avaient disparu. Stick renifla et, d'un revers de poignet, torcha la morve qui lui coulait du nez. C'était bien la première fois de sa vie qu'il désirait voir débouler les flics. Il commençait à en avoir plein le cul de ses vacances à la con. Il regrettait de n'être pas resté, comme tous les ans, dans sa cave à gratter sa guitare. « Et qu'est-ce qu'ils attendent, ces enfoirés de poulets » grinça-t-il. « Le dégel ?» Il s'approcha de la glissière de sécurité et aperçut, dans la poudreuse du ravin, la double trace de pas. Il s'approcha de la glissière de sécurité et aperçut, dans la poudreuse du ravin, la double trace de pas et les étoiles de sang. Stick décida de se rouler un petit pétard avant de prévenir Platine qu'un barjot venait d'embarquer Brenda et leur fusil.